En 1983 est apparu un conflit entre le nord et le sud du Soudan. Le Soudan a l'air de vouloir réduire les rebelles du sud à tout prix. C'est bon, j'ai compris. Le nord arabe et musulman contre le sud africain chrétien. Voilà, mais ça c'est un peu la façon non spécialiste d'expliquer les choses. Le nord est musulman, oui, ça c'est sûr. Après, quand tu dis qu'il est arabe, faut faire attention, hein, ça cache quelque chose d'assez compliqué, hein, il est de culture arabe. Son centre, c'est Khartoum et le bassin du Nil où les gens ont l'arabe pour langue maternelle. Mais attention, ce sont bien des Africains noirs, de culture arabe, même si c'est vrai que physiquement, ils ne ressemblent pas du tout à leurs voisins du sud, et donc la couleur de peau, j'ai envie de dire, elle ne fait rien à l'affaire. Ah oui, non, mais moi je pensais plutôt que c'était un territoire arabe, un peu comme l'Égypte, la Tunisie, tout ça, des pays arabes, où les gens sont ethniquement arabes parce qu'ils descendent d'une vieille invasion qui remonterait au Xe siècle, ou pas forcément d'une invasion, peut-être d'une migration lente et progressive, mais enfin... Ben, pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même installation de tribus arabes, ethniquement arabes pour le coup, qui se sont ensuite un peu mélangées au sol local, hein, il y a pas mal de métissage dans cette histoire. Et dans ce cas-là, ils se considèrent comme tels, ils sont connus comme tels. On ne dira pas lui il est arabe, mais on dira lui il vient d'une tribu arabe. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher, ces arabes ethniques, ces arabes de tribus, ce sont souvent des gens qui sont au pouvoir. Le général Aboud, le général El-Béchir, le général Al-Borhan, bref, tous les dictateurs qui se sont succédés au Soudan étaient des Arabes. Cette origine ethnique des dirigeants est cependant à nuancer. Le général Nimeri n'est pas issu d'une tribu arabe, mais nubienne. La Nubie est le pays situé au nord de Khartoum. Les tribus nubiennes sont extrêmement bien intégrées à la société et au pouvoir, d'autant mieux que le Mahdi, dont j'avais parlé dans mon premier épisode sur le Soudan, était en réalité lui aussi un Nubien, issu comme Nimeri de la tribu des Danagla. Mais la manie de ces tribus nubiennes à se prétendre arabes ou prétendre une appartenance à la descendance du prophète, comme c'est le cas du Mahdi, finit par les placer dans une catégorie similaire au premier. On peut parler d'une élite arabe ou arabo-nubienne. Ce qui ne les empêche pas du tout de représenter véritablement l'ensemble des Soudanais qui sont dans leur pays. En plus de ça, il y a aussi des tribus arabes dans le désert et dans le Sahel. On peut les appeler les tribus nomades, et eux aussi ils forment un autre groupe à part dont on parlera. Deuxièmement, ce Soudan n'est pas homogène linguistiquement non plus. Khartoum, c'est son cœur, clairement, le foyer de l'arabisation et de l'islamisation, mais il a aussi des marges. Il y a surtout 3 marges, le Darfour, le Kordofan et le Béjaland. Et là-bas, la langue maternelle n'est pas l'arabe, mais d'autres langues. Ce sont des minorités intégrées. Mais comment elles s'intègrent ces 3 régions si elles parlent pas arabe ? Si, elles le parlent, mais plus comme une langue véhiculaire, c'est pas pareil. Et elles s'intègrent plutôt bien. Dans les élites, vous allez pouvoir trouver des Kordofani, des Béja, des Fours. Donc il n'y a pas de grands problèmes d'intégration pour ces marges-là, mais elles ont connu l'arabisation, disons, avec un contretemps. D'accord, donc le sud, lui, par contre, il est africain, chrétien, je m'étais pas trompé. Bon, oui, tu te trompes pas, mais dire qu'il est africain n'a pas beaucoup de sens. Le Nord est tout aussi africain que lui. Ensuite, on le dit chrétien, mais en fait, il est d'abord animiste, et ses élites sont très influencées par le clergé chrétien, c'est clair. Mais au niveau du peuple, la conversion au christianisme est quand même assez récente. Deuxième moitié du XXe siècle, une conversion parfois de combat, une conversion de lutte, où le rejet de l'islam compte énormément. Tu te pointes au Soudan du Sud, tu sais plus très bien où finit l'évangélisation, où commence le prêche de guerre, pour aller castagner les musulmans. Même si je ne doute pas qu'il y a des chrétiens très sincères. Je dis pas que toute cette christianisation n'est qu'un vernis, mais en tout cas, elle n'est pas le fond culturel ancien de ces populations qui restent très proches de l'animisme, plus proches encore que la plupart des autres peuples d'Afrique. Maintenant que tout ça est bien clair, on peut commencer à expliquer tout ce qui s'est passé au Soudan pendant la période islamique. Nimeri, comme je vous l'avais dit, est tombé en 85 alors qu'il était absent, il était aux États-Unis. On met en place une démocratie qui porte au pouvoir un certain Al-Mahdi. Le Mahdi ? Il est quoi, immortel ? C'est pas lui, c'est son arrière-petit-fils. Il va tenter de gérer ce pays pendant 4 ans, ce sera une calamité totale. On va vite passer sur cette période. En gros, le nouveau régime n'arrive pas à juguler l'inflation. C'est la guerre non-stop, tout est financé par la planche à billets. Le FMI a coupé toutes les aides. Comme on pouvait s'y attendre, l'inflation s'envole à 84%, le Mahdi s'envole avec. En plus, les sudistes remontent le Nil avec une vitesse indue, panique, et le Soudan se cherche alors un nouveau régime.
Le pouvoir, coup d'État oblige, finit par tomber chez le Front Islamique National en 1989. Le chef de ce parti s'appelle Hassan al-Tourabi et je vous invite à retenir son nom, c'est un personnage assez important parce que pendant une décennie entière, de 89 à 99, le pays est dirigé par un tandem. D'un côté, ce général expérimenté, vétéran de la guerre du Kippour, Omar el-Béchir, qui est un arabe, issu d'une tribu arabe, et derrière lui, une éminence grise, Hassan al-Tourabi, qui n'est pas arabe, lui c'est un Bedja, c'est-à-dire qu'il vient de l'est du pays, qui est le fils d'un cheikh soufi, un personnage un peu roublard, plein d'astuces, parfois dans la mise en scène, parfois dans la surenchère, c'est lui le véritable maître, apparemment. Alors je l'ai vu un petit peu en interview, ce Hassan al-Tourabi, je trouve qu'il a un sourire communicatif. À chaque fois qu'il parle, on a un peu l'impression qu'il raconte une blague. Faut pas trop s'y méprendre. Il est décontracté, drôlatique. Il parle avec humour de ses multiples séjours en prison. Ça lui permet de se donner des airs de libre penseur, de provocateur. Je sais pas si c'est un libre penseur, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il a beaucoup modernisé son parti. Il hérite d'un parti qui était originellement issu des frères musulmans, mais qui a complètement rompu les liens, je pense, avec l'Égypte. Et il en a fait un parti assez populaire, très plébiscité dans les marges du Soudan. Au Darfour, on vote pour Tourabi. Au Béjaland, on vote pour Tourabi. Il est d'ici. Et son parti a l'air d'être populaire auprès d'une grande partie des Soudanais. Donc c'est un petit peu un Khomeini dans sa philosophie, mais un Khomeini qui aurait fait un stage dans un magasin de farce à la trappe, quoi. Et qui en s'est ressorti convaincu que le djihad est bien plus drôle lorsqu'on le voit plus comme un jeu. Bon, l'avantage au moins avec Tourabi, c'est que les mots sont dits, la véritable nature de la guerre est connue. C'est un djihad, c'est assumé comme tel. C'est dans ce contexte qu'arrive le jour fatidique, le 15 mai 1992. En ce jour, le régime publie une fatwa lors d'un rassemblement à El Obeid, la plus grande ville du Kordofan, proche du sud. Cette fatwa a été signée par 6 membres du Haut Conseil pour les affaires religieuses. Elle dit que la guerre au sud est bel et bien un djihad. Vous allez certainement me dire à quoi bon changer les mots quand la chose est la même. Je vous dirai tout de même que cela fait une petite différence en mai 92. D'abord, cela accélère les recrutements des forces de défense populaire auprès des jeunes soudanais dans tout le pays. Toute personne combattant le gouvernement, donc les ennemis du Sud, mais aussi les habitants des monts Nouba dans le Kordofan, sont des ennemis de la foi, des apostats. Les funérailles de soldats ne sont plus présentées comme des obsèques, mais plutôt des célébrations de mariage avec les houris, les vierges que le Coran promet aux martyrs dans la sourate 56. Le Sud est désormais terre de guerre, le Dar al-Harb, et les femmes capturées sont donc le butin de guerre dont le Coran définit le partage. Une offensive extrême doit alors débuter dès que possible. Dans le même temps, la peine de mort pour apostasie est décrétée. Tout ceci, je le rappelle, dans un pays où les enfants formés dans les khalwa, les écoles coraniques, du soufisme, sont flagellés lorsqu'ils ne se souviennent pas ou déforment les versets coraniques qu'ils doivent apprendre. La propagande est absolument partout. Aux yeux des miliciens, cette situation rend l'esclavage non pas légal mais moralement acceptable, puisque les femmes enlevées sont bien un butin de guerre, un khamina, autrement dit une forme de récompense pour leur service. En outre, la conversion à l'islam est plus que jamais vue comme une rédemption. C'est intéressant parce que vous avez vu la coïncidence entre le djihad qui arrive aussi en Algérie, les années noires. On voit que c'est vraiment concomitant. Il y a un djihad en Algérie et au Soudan qui commence au même moment. Ce djihad, cette fois, il est plus que jamais tourné contre les civils, parce qu'après tout, ce sont bien les civils qui, en rejetant le Coran, fournissent des contingents de jeunes sudistes qui s'arment. Les Soudanais font appel à des mandataires, par exemple des tribus arabes du Darfour ou du Kordofan, chargés de terroriser le pays à la place du gouvernement. Donc il y a tout un système de mercenariat qui se met en place. Et effectivement, l'année 91 est une vaste reconquête du territoire. Ils ne se contentent pas de reconquérir, ils font des camps de torture qui sont dressés à Jouba, notamment une maison, la Maison Blanche, où plusieurs centaines d'opposants sont torturés et exécutés. Pendant ce temps, le camp de Garang, lui, est complètement entré en scission, c'est-à-dire que les gens du Sud, en plus d'être désorganisés, s'entre-massacrent, en particulier les Nuer et les Dinka, ces fameuses ethnies opposées depuis longtemps. Notamment, il y a un bain de sang en novembre 91, dans la ville natale de John Garang. John Garang est un Dinka. Pourquoi les Nuer et les Dinka se massacrent alors qu'ils ont le même combat ?
Alors, il semblerait que leurs chefs respectifs n'ont pas la même vision. Garang est un fédéraliste, il veut un Soudan uni, moderne et laïque qui reconnaisse le statut autonome des périphéries. Et donc lui, il est suivi par tous les Dinka, tandis que les Nuer, qui ont un chef aussi, Riek Machar, qui veut une autodétermination et une sécession du Soudan du Sud. Mais au-delà de ces désaccords politiques, on voit bien sûr des survivances de guerres interethniques qui vont hanter ce pays jusqu'à aujourd'hui. Parce que Nuer, Dinka, mais aussi d'autres ethnies prennent volontiers les armes contre leurs camarades. C'est une phase donc d'affaiblissement, 91 et les années qui suivent, un affaiblissement dramatique. On comprend que les gens du Sud, même s'ils se disent chrétiens ou laïcs, en fait, eh bien, ils sont capables de commettre des massacres tout autant que leurs adversaires, et même entre eux. Les temps qui vont de 91 à 97 sont d'une étonnante surenchère. Au moment où a lieu la triangulation du conflit, plus rien ne semble pouvoir arrêter la violence. Les viols, les pillages, les greniers à grains brûlés, les déplacements forcés et les refus de passage aux agences humanitaires, tout empire d'année en année et se dirige vers un pic de violence à la fin de la décennie. Il faut bien avouer que Riek Machar, en 91, a causé à ses anciens alliés Dinka des attaques contre civils encore plus violentes que celles de Khartoum au même moment. Étant ensuite ostracisé, il hésite alors à se rapprocher de Khartoum. John Garang lui répond par une dictature militaire impitoyable et des pillages systématiques. Tout civil qui ne soutient pas aveuglément son mouvement est regardé comme un suspect possible de complicité avec Machar et donc avec Khartoum. Pour affaiblir Garang, le Soudan opte pour la destruction de sa base arrière qui était le Bahr el Ghazal, une région qui est plutôt à l'ouest du Soudan du Sud. Des véhicules blindés vident les villages, forcent la population à se déplacer, brûlent les maisons, pillent le bétail, les greniers sont incendiés, les avions bombardent comme jamais, de nombreux enfants sont capturés et réduits en esclavage. Alors il y a des survivants, il y a tout un tas de rescapés qui finissent dans la nature, ou bien qui sont relogés dans des zones contrôlées par le gouvernement, ce qu'on appelle des villages de paix. Où ils vivent en paix. Dans des villages en paix. Ils y meurent de faim, mais en paix. Suite à ces déplacements massifs et à la politique de la terre brûlée, pratiquée par Khartoum, en 98, une famine se déclare. C'est la famine du Bahr el Ghazal. Cette famine est totalement provoquée par la guerre. Une famine en plein Soudan en 98 ? Ouais, j'en ai littéralement aucun souvenir. Bon, en même temps, j'avais 2 ans. Et les agences humanitaires sont venues ? Oui, et tiens, parlons-en justement. Les organisations humanitaires sont tellement choquées par la situation qu'elles décident de réagir. Elles demandent à John Garang et à Omar el-Béchir, les deux belligérants, le droit de passer pour apporter de la nourriture aux populations. El-Béchir refuse catégoriquement en disant que cette aide est inutile puisque le Soudan va bientôt, selon ses dires, mettre fin aux causes qui la rendent nécessaire. En gros, il va bientôt gagner la guerre et tout va rentrer dans l'ordre. C'est sa justification. Et Garang ? Et de son côté, Garang dit oui. Ah, il est sympa. Ouais, bon, attends la suite. En fait, Garang dit d'accord, mais il entend que ce soit ses troupes à lui qui distribuent les rations. Moyennant quoi, il veut en taxer les 3/4 pour nourrir ses troupes à lui. Ouais, bref, bon, l'un et l'autre sont pas très coopérants, quoi. Et en plus, en admettant que les agences humanitaires arrivent à passer, une grande partie du terrain est minée. Mais qu'ont-ils fait ? Devant l'urgence et la détresse nutritionnelle du pays, les ONG ont balancé des sacs de sorgho par avion. Bref, en 98, on est dans un désastre complet, les belligérants ne veulent toujours pas négocier, la guerre dure, et elle se complexifie. Ce qui se passe au Soudan dans les années 90 est d'une violence extrême. Et dans cette violence, les troupes Mourahalines y sont pour beaucoup. Ce sont des milices qui recrutent chez les tribus arabes du désert et qui montrent une appétence extraordinaire pour la violence. Par exemple, en janvier 1999, lorsque la ville de Wau est agressée lors d'une offensive rebelle, les troupes gouvernementales emmènent une foule de civils Dinka vers le cimetière et pour ne pas faire de bruit, ou pour ne pas gaspiller de munitions pour des civils, ils les exécutent à la hache et au couteau. Al-Tourabi parle de l'arabisation, l'unification de l'éducation par l'arabe et par l'islam, mais en fait, le Soudan a montré de cette arabisation un visage complètement barbare. Ça prend des allures, pour le coup, de pure persécution. Les camps de réfugiés se remplissent en Ouganda, au Kenya
et en Éthiopie. Les églises chrétiennes essayent d'apporter un peu de réconfort à ces réfugiés innombrables qui ont perdu leur famille, leurs champs, leur bétail, pendant que les viols et la réduction en esclavage s'abattent sur leurs femmes et leurs enfants. Le Soudan s'amuse en plus à interdire aux civils l'accès à tous les sites de distribution d'aide humanitaire sauf 2. Dans la ville d'Awey, les Soudanais utilisent des bombardiers Antonov pour tuer les femmes qui faisaient la queue pour la pesée des malnutritions. Parce que vous savez que les ONG pèsent les enfants. Selon la pesée, ça leur permet de savoir s'il faut les emmener dans un hôpital d'urgence ou pas. Et cette file justement de femmes venues faire peser leurs enfants a été bombardée par le gouvernement. Vous imaginez la lâcheté qu'il faut pour en arriver là. Les Soudanais usent de techniques d'une barbarie effroyable. Je pense aussi au train de la terreur en 98. C'est une voie qui relie Baba Noussa et Wo. À chaque arrêt, les Mourahalines sautent dans les villages, violent tout ce qui bouge, embarquent le bétail dans les wagons et certains enfants pour les emmener comme esclaves. Le bétail, lui, est la vraie richesse de la contrée et a énormément de prix aux yeux des Arabes nomades qui y voient un moyen d'augmenter leur cheptel. Et donc c'est calamité sur calamité. Parlons de ces femmes et de ces enfants. Les femmes sont souvent violées puis on les force à travailler quelque part au nord. Ça peut être dans le Darfour, parfois ailleurs. Souvent leur nom change, on exige une conversion à l'islam, ils prennent un nom arabe. Et on les fait ensuite travailler dans des champs de sorgho ou de sésame pour le labour et les récoltes. Ou bien ils vont servir de domestiques dans le foyer de leurs ravisseurs. Et bien sûr, il y a les enfants. Alors tout ça, ça se fait dans l'impunité totale. C'est un véritable retour de l'esclavage. De nombreux témoignages sont rapportés dans cette guerre, comme celui de Francis Bock, un enfant de 7 ans qui a témoigné par la suite. Les enfants sont capturés, vendus pour quelque chose comme 300 €. On va leur faire surveiller le bétail, ou on les met aux travaux agricoles, enfin vous voyez un petit peu l'idée. D'ailleurs, il y a des organisations humanitaires de rachat qui ont été montées. Ok, donc c'est un retour à l'esclavagisme. Mais attention, il ne s'agit pas d'une restauration de l'esclavage par le gouvernement. Ça, c'était plutôt sous le Mahdi, oui. Sous le Mahdi, il y a eu restauration de l'esclavage officielle. Là, ici, il n'y a rien d'officiel. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement, dans sa guerre contre le Sud, fait appel à des milices, Mourahalines, qui font de l'esclavage une pratique de guerre. Et tout particulièrement une flopée d'enlèvements dans le Bahr el-Ghazal. Et vous savez quoi ? En parallèle de cette guerre devenue quasi religieuse, la conversion au christianisme bat son plein. Le Soudan du Sud se christianise à fond la gamelle à mesure que certaines de ses églises sont bombardées. Je ne sais pas si c'est des conversions de lutte ou des conversions de population dans la détresse qui se rattachent aux églises à une époque où beaucoup de régions sont complètement désolées. Sans doute que les églises assurent un minimum de secours. Et il y a un avantage d'ailleurs à ça, c'est que le christianisme pourrait être un premier élément d'unité dans un Soudan du Sud qui n'a aucune unité. On l'a vu, c'est Nuer contre Dinka, Dinka contre Nuer, et je vous ai pas parlé des autres, Dinka contre Chiluk, Chiluk contre Nuer, etc. Peut-être que les églises arriveront à mettre un peu d'ordre, je veux dire par là à mettre un peu un dénominateur commun à tous ces peuples, pour qu'ils puissent commencer à faire société, peut-être. Surtout s'ils prétendent un jour arriver à l'indépendance. La guerre est atroce, il y a des bombardements, il y a de la terre brûlée, il y a des famines. Maintenant, la mobilisation internationale, et en particulier celle de Washington, ne se fait pas sur le thème de la guerre contre le Sud tout de suite. Washington va d'abord dénoncer le caractère islamiste du régime. En effet, dans les années 90, Tourabi, toujours aussi décomplexé, essaye de créer l'international. L'international communiste ? Ce serait plutôt islamiste, l'international. Il va se faire des amis chez les réprouvés, les proscrits, les stigmatisés du monde. Il héberge Oussama Ben Laden en fuite, il prend fait et cause pour Saddam lors de l'invasion du Koweït, et puis il essaye de fabriquer une nouvelle assemblée des pays musulmans. Un peu comme l'OCI. Oui, mais alors beaucoup plus conforme à sa ligne très dure. Ça s'appelle la Conférence populaire et islamique. Elle accueille un certain nombre d'invités de marque, les 2 chefs d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri et Ben Laden, un représentant des talibans, des gens du Yémen, etc. Le Soudan a tenté de devenir le chef de file d'un nouvel escadron islamiste, pourquoi pas. En plus de tous ces méfaits, Khartoum se permet d'héberger 2 bases de terrorisme, si on peut dire, à Soba et Damazine. Alors je ne sais pas s'il est avéré que ce soit des entraînements, en tout cas
des rassemblements d'anciens soldats de l'Afghanistan, et comme il est en situation de djihad ouvert, vous pensez bien qu'il va s'attirer des ennuis. Ce qui n'a pas arrangé son cas. Pas trop. L'ONU l'inscrit au nombre des pays soutenant le terrorisme, il n'en sortira qu'en 2009. Son cas, effectivement, ne s'arrange pas. En 1995, le président égyptien Moubarak subit une tentative d'assassinat à Addis Abeba, et les services secrets soudanais sont impliqués. Cette fois, les Américains ne vont pas les louper, et donc commencent des sanctions. On met en place des sanctions contre le Soudan, comme on avait fait en Libye ou en Irak. Et ensuite, on va lui dire « fais la paix avec le Sud », et en échange, on retire les sanctions. Mais c'est quel type de sanctions exactement? Gel des avoirs soudanais aux USA, interdiction des transactions en dollars, retrait des capitaux américains. Ces sanctions sont ce qu'elles sont. Il y a pire, mais elles sont mal vécues dans un pays pauvre et le Soudan se retrouve en difficulté financière majeure. Mais c'est risqué ça. Ces sanctions ne risquent pas de pousser le Soudan dans les bras de quelqu'un d'autre? Ah si, complètement. La Chine, par exemple, on est dans un schéma qu'on a vu récemment avec la Russie. C'est à cause de ces sanctions, je suppose, que le Soudan se tourne vers les Chinois. Les Chinois investissent dans les infrastructures pétrolières et financent l'oléoduc. Donc c'est cet oléoduc qui aboutit à Port-Soudan, sur la mer Rouge, et grâce à la Chine, les premières gouttes de pétrole sont effectivement exportées en 1999. Il aura fallu tout ce temps. Mais alors les sanctions ne font rien. Pourquoi le Soudan irait s'entendre avec les États-Unis? Le Soudan, c'est pas la Russie. Il reste un pays faible. Les sanctions compliquent énormément les relations avec l'Égypte. On l'imagine. Ensuite, ce djihad est en train de durer terriblement. Ce grand djihad moderne retombe vite, lourdement, sur le ménage modeste du musulman soudanais moyen. En fait, ce qui se passe, c'est que, écrasé par tous ces problèmes, le pays change un peu l'équipe dirigeante. Avant, Tourabi était au sommet et El-Béchir était la vitrine. Désormais, devant l'avalanche des problèmes financiers, El-Béchir repasse au premier plan. Il écarte son camarade, qui était un petit peu trop ambitieux, et à lui seul, il décide de mettre fin à la guerre au Sud et de réintégrer le concert des nations. Donc finalement, 1998, c'était le pic de l'islamisme, dans sa forme soudanaise. Et là, on va passer dans une phase de dictature aussi, mais plus pragmatique. El-Béchir finit par accepter de négocier avec Garang dans les années 2000. Ça va mener à ce qu'on appelle les accords de Naivasha. Ah, et du coup les sanctions ont été levées. Et non. Mais c'était pas ça la monnaie d'échange? Faites la paix avec le Sud et je lève les sanctions? Si. Bah donc ils ont menti. Non, je pense pas. Je pense que les Américains voulaient vraiment lever les sanctions. Au contraire, ça aurait été plutôt un succès pour eux. Mais entre-temps, la guerre au Darfour a commencé. 2003. Et un nouveau chapitre s'est ouvert. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça explique pourquoi les sanctions ont été maintenues par les Américains. Ce conflit, il a pris fin. Il a pris fin suite aux entrevues un peu secrètes à Naivasha, c'est-à-dire en Éthiopie, entre le chef de la rébellion, John Garang, et le premier ministre soudanais. À noter qu'il y avait eu des tentatives de paix qui avaient été faites avec les adversaires de John Garang au cours des années 90, mais ça n'avait pas du tout abouti à une situation définitive. On peut dire que ces accords sont une réussite de la diplomatie américaine. Enfin, ça aurait été une réussite s'il n'y avait pas eu la guerre au Darfour qui a tout fait capoter. Que disent les accords de Naivasha exactement? Que le Sud a droit à l'autodétermination, par référendum. Donc, droit à l'indépendance. Mais c'est pas ce que voulait Garang. Non, Garang ne voulait pas l'indépendance, mais il est submergé par cette solution qui s'impose dans son entourage comme une solution populaire. En attendant, il y a quand même eu une période de cohabitation, puisque les deux armées ont cohabité pendant 6 ans. Cet accord dit que John Garang devient vice-président et a droit de veto sur les décisions de l'exécutif. Et le pétrole? Et les revenus pétroliers sont apparemment partagés de moitié. Et c'est tout? Non, parce qu'il contenait tout un tas de petits micro-accords qui seront malencontreusement oubliés au fil des mois. Il était convenu que le gouvernement expliquerait à l'armée de libération de John Garang la nature exacte des accords avec les compagnies pétrolières malaises et chinoises qui travaillaient alors sur les gisements pétroliers. Mais tout ça a été oublié. Il était dit qu'il y aurait un comité technique conjoint qui devrait regarder les rentrées d'argent et les redistribuer, mais ça a été oublié. Il était dit qu'un système comptable devait remettre 2% des bénéfices pétroliers dans chaque province productrice de pétrole, mais ça aussi ça a été oublié. Il était dit qu'une commission de délimitation des frontières devait être réunie, ce qui a également été oublié. Ça c'est dommage parce que des bonnes frontières, ça pourrait être important. Donc beaucoup d'oubli, beaucoup de forçage de la part des Américains pour que le papier soit signé coûte que coûte, mais cette situation n'a pas du tout été viable. Donc on va vers une sécession par référendum, visiblement. La seule personne qui pourrait encore s'opposer à la sécession du Sud-Soudan, c'est John Garang.
Parce qu'il est charismatique, parce qu'il est subtil, capable d'adaptation, parce qu'il connaît la psychologie soudanaise, parce que sa présence semble rassurante pour les Soudanais du Sud et aussi rassurante pour le monde entier en fait. Oui mais voilà, tout ça ne change rien puisque John Garang nous a quittés, hélas. Il est mort? Paix à son âme. Mais pourquoi? Eh bien il est mort dans un accident d'hélicoptère en revenant d'une discussion avec le président ougandais juste à la frontière entre l'Ouganda et le Soudan. 7 mois après, en juillet 2005. A priori c'était un accident. Le Soudan du Sud, du jour au lendemain, se retrouve complètement orphelin. En 2011, un pays a enfin pris son indépendance, un pays de 11 millions d'habitants tout de même, qui a sauté le pas. Son territoire est fait d'immenses forêts avec un gros marécage au centre. Ce grand marécage, on l'appelle le Soud, ce qui veut dire l'obstacle en arabe. C'est un monde d'eau trouble, immense, rempli de jacinthes d'eau formant des îlots de végétation flottante. Un marécage qui fait quand même la taille de la Belgique, donc c'est pas négligeable. Maintenant, beaucoup de choses manquent à ce pays, à commencer par des frontières bien nettes, elles n'ont pas été définies à l'amiable, et donc il y a litige autour des frontières et notamment au sujet de la région d'Abyei. Cette région est historiquement habitée par une ethnie du sud, mais aussi traversée par des pasteurs du nord, et bien trop riche en pétrole pour qu'aucun des deux veuille bien y renoncer. Ce pays me rend triste, et ce n'est pas leur faire une injure que de constater aujourd'hui leur échec complet sur tous les plans. Il y a des reportages sur le Soudan du Sud aujourd'hui. Tous nous montrent des habitants héroïques aux prises avec un quotidien complexe et dangereux. Pénurie d'eau, de nourriture, de routes, d'infrastructures, de médicaments. Pénurie générale, pénurie d'à peu près tout. À tel point qu'à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas plutôt cette histoire, l'histoire d'un retour à l'état de nature, quoi. Qu'ils sont en train de vivre, à supposer qu'il l'ait jamais quitté. Bon, reprenons le fil de l'histoire. En 2011, le pays est devenu indépendant et ça commence sur les chapeaux de roue. Il faut se chercher un nom, un drapeau, un hymne, un ministère, une capitale, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et tout ça dans la bonne humeur générale et un amateurisme effrayant. Et la première chose dont le pays a besoin, c'est une armée. Bon, ça, c'est pas un problème. Ils font la guerre depuis des décennies, je pense qu'ils vont réussir à trouver des soldats. Ok, moi je veux bien, donc ton idée c'est quoi? C'est on fait une nouvelle armée régulière, composée d'anciens guerriers sans foi ni loi, qui vivent entre violence et pillage depuis 1983, et là on va en faire une belle armée bénie par Washington, sous un superbe uniforme rutilant, probablement aussi payé par Washington, et après tout pourquoi pas, c'est un peu aussi simple que de transformer une citrouille en carrosse. Et je sens que la confiance n'est pas totalement au rendez-vous parce que Washington, par précaution, a prévu quelques petits topos sur les droits de l'homme. Et je parle au sens propre, des vrais petits topos sur les droits de l'homme. On les rassemble devant un tableau avec un Véleda et un toit de tente et on va leur parler des droits de l'homme. Voilà, brainstorming sur les droits de l'homme, droit à la liberté, droit à la religion, droit à la vie, éventuellement, qui donne des scènes à se plier en deux, notamment ce moment historique où le prof demande le droit à la vie, ça veut dire quoi? Et on lui répond, ça veut dire qu'il va falloir tirer dans les genoux maintenant. Dans le genre pittoresque, vous avez aussi le nouveau ministère des Archives nationales, qui ressemble un peu à un hangar rangé comme mon garage avec des kilos de paperasse qui se battent contre une armée de termites. Au milieu de ça, le président Salva Kiir, un Dinka, et le vice-président Riek Machar, un Nuer, qui nous font des petits discours optimistes comme tout, un grand sourire à vous montrer, 33 dents écartées. On savait pas trop s'il fallait les admirer ou leur apprendre à compter. Oh, t'es un peu taquin. Attention, c'est pas une fatalité, peut-être que ce pays peut s'en sortir. Non mais bien sûr, c'est ce que je leur souhaite, c'est ce que tout le monde leur souhaite. En 2011, l'univers leur souhaite bon vent et on espère qu'ils vont s'en sortir. Mais il y a des petits problèmes. Par où commencer ? Problème numéro 1, le Soudan du Sud s'aperçoit rapidement qu'il y a des mines dans le pays. Des mines? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Des mines d'or? De diamants? Ah là là, si tu savais. Non, en fait, c'est des mines antipersonnelles. Plus dur à exploiter ça. Qui les a posées? Bon, je pense que beaucoup de monde en a posé, et que ça doit venir un peu partout, mais une partie non négligeable a été posée par un groupe étonnant, un groupe terroriste,
lié à la tribu Acholi du nord de l'Ouganda, un terrorisme apocalyptique chrétien dont j'ai déjà vaguement parlé dans mon épisode sur Amin Dada, mais à mon avis vous l'avez sûrement oublié. Aucun souvenir. Bon, pour simplifier, Museveni leur a botté les fesses et donc résultat ils ont débarqué au Soudan du Sud. C'est un groupe terroriste qui s'inspire d'une lecture très personnelle du Décalogue et qui sème la terreur et les enlèvements d'enfants à la fin du XXe siècle en Ouganda. Ces hommes se font appeler l'armée de résistance du Seigneur, ce sont des esclavagistes notoires et ils sont sur la liste des groupes terroristes de l'ONU, bien sûr. Ils sont pratiquement éradiqués par l'Ouganda, mais devine quoi, ils ont été payés par Khartoum pour migrer et déstabiliser le Soudan du Sud. Paraît-il qu'ils ont miné une grande partie des pistes, et les Nations Unies ne peuvent pas faire 3 pas sans envoyer des démineurs. Les démineurs, d'ailleurs, se font attaquer, parce que la situation est extrêmement instable dans le pays. Jusqu'en 2005, on peut dire que le Jonglei a été largement miné par les formations de John Garang et de Riek Machar, tandis que Khartoum a surtout miné les environs de la ville de Wau et les axes ferroviaires. Cependant, entre 2006 et 2011, alors qu'on pourrait croire le pays en paix, Khartoum a aussi financé l'armée de résistance du Seigneur pour qu'elle occupe des positions dans l'Équatoria occidental, au sud du pays. Au moment de l'indépendance, il faut déjà commencer par prendre pleinement possession du terrain, ce qui est facilité par les casques bleus. Je pense qu'on peut ici remercier, sincèrement, la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale, a silencieusement financé une grande partie des engins de déminage, lesquels s'échinent dans un travail épuisant qui, on le verra, est bon à refaire chaque année. C'était le problème numéro 1, les mines. Problème numéro 2, la démobilisation. Il faut démobiliser, récupérer les armes. Or, après 50 ans de guerre civile, tous les foyers sud-soudanais ont une arme. Un désarmement a eu lieu, mais sur peut-être 1 million d'armes en circulation, l'armée en a récupéré quelques centaines. Ambiance Far West, dans un pays ravagé par les conflits interethniques, ça promet. Problème numéro 3, les impôts. Les Soudanais du Sud font partie des quelques peuples sur la planète Terre à ne pas payer d'impôts ou en payer très peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait au moins 30 ans que ces gens n'ont jamais entendu parler d'impôts. Ah ouais. Le paradis, quoi. Quoi ? Non, l'enfer. Oula, ne pas payer d'impôts. Triste. Je te vois venir, petit chenapan. Alors d'accord, ils reçoivent pas le coup de fil fatidique de Bernard, percepteur à l'URSSAF, qui vient t'expliquer que t'as fraudé sans le savoir et que tu lui dois un chèque de 12 000. Ça, c'est le genre de joie qu'ils n'ont jamais connu. Mais un pays où il n'y a pas d'impôts, là dans le contexte, ça veut dire qu'il n'y a pas les services qui vont avec. Attends, les colons leur faisaient pas payer d'impôts. Les impôts au Soudan du Sud ne font qu'un avec le pillage. Il n'y a dans l'esprit de ses habitants aucune différence entre ces deux concepts, et on peut comprendre pourquoi. Sous le condominium, les autorités coloniales fonctionnaient par indirect rule, c'est-à-dire qu'ils s'adressaient aux chefs de tribu qui devaient ensuite convaincre leurs subordonnés de donner des vaches. Si les chefs refusaient, le district commissioner, éventuellement accompagné de soldats britanniques ou égyptiens, passait pour une petite punition collective, fusil au poing. Plus tard, le Soudan est devenu indépendant, mais le Soudan n'a jamais vraiment réussi à imposer les sudistes. La région était en sécession permanente. Donc le coût de la mise en place d'un système fiscal aurait été supérieur aux recettes fiscales. Par contre, les groupes rebelles, à commencer par le mouvement de John Garang, ont bien mis en place des contributions. Alors quand je dis contribution, vous pensez peut-être à votre petite cagnotte que vous avez mis en place à Noël pour payer le bouquet de fleurs à votre mamie. Je vais donc m'expliquer. Quand une milice passe pour la contribution, il n'y a aucune différence visible avec un pillage. C'est-à-dire que quand vous prononcez le mot impôt, eux, ils imaginent quelqu'un qui braque un flingue et qui leur demande la bourse ou la vie. Tout ceci nous ramène d'ailleurs aux origines de l'impôt, qui n'est que la longue histoire d'un consentement construit. Quoi qu'il en soit, le péché est là, quel que soit le système, que ce soit sous le condominium, que ce soit sous le Soudan indépendant ou enfin sous Garang, ou même maintenant, cet impôt n'est jamais revenu sous la forme d'un service public. Le Soudan du Sud est complètement abandonné par l'État, il faut vraiment comprendre ça. Et c'est aussi pour ça qu'on préfère donner à l'Église. Parce qu'au moins, quand on donne à la quête, l'argent ne s'évapore pas. Déjà, le prêtre reste au village, on peut le consulter souvent. Et puis, l'Église est le premier fournisseur d'éducation primaire dans le pays. Quand l'État nous oublie, l'Église pense à nous. Comment s'étonner que cette contrée soit complètement devenue chrétienne ? Mais excuse-moi, il y a du pétrole ? Non, parce que le pétrole, c'est un revenu, ça, quand même. Donc, pourquoi s'embêter ? Ah, et t'as rentier quand tu nous tiens ? Non, mais regarde Kadhafi. Il n'y avait pas d'impôt. Il redistribuait une rente pétrolière. Tu peux trouver ça nul, mais ça marchait plutôt bien.
Ouais, non, mais t'as raison de le dire. Après, les successeurs de John Garang, c'était pas des Kadhafi non plus, hein. Bon, ta remarque n'est pas stupide, le pétrole c'est pratique, ça va être 99% des recettes de l'État. On a compris, d'accord? Justement, c'est ce qui nous amène au problème numéro 4. Ce pétrole, il passe par où? Euh... Bah regarde la carte. Ah oui, je vois. Oui, il y a besoin de le faire transiter par l'oléoduc. Alors je pense que c'est l'oléoduc construit par la Chine dont tu parlais. Pour embarquer tout ça au terminal de Port-Soudan, mer Rouge. Bref, le Soudan du Sud est complètement dépendant du Soudan, en fait. Le Soudan, qui est Son ennemi. et le Soudan, pas bête la guêpe, demande au Soudan du Sud des frais de transit qui sont environ 8 à 9 fois plus élevés que ce qui se pratique partout ailleurs dans le monde. Et attention, c'est pas fini, le Soudan du Sud trouve ça insupportable. Pour taper du poing sur la table, le président Salva Kiir, fort de son courage tribal, décide de couper les vannes. Finito la production de pétrole. Le Soudan est puni. L'État est financé à combien, t'as dit, par le pétrole? À 100%. Mais non, t'avais dit 99. J'étais dans la figure de style pour leur donner bonne conscience. Ok, et ça s'appelle comment en histoire, ça, quand un État se prive de 100% de ses revenus? Ça s'appelle un suicide. Entre janvier 2012 et mai 2013, le Soudan du Sud a interrompu complètement sa production. Le but étant de ruiner le Soudan. Ce que je pense il a fait. Il a ruiné le Soudan, hein, qui comptait énormément sur le pétrole, et ça va beaucoup accélérer le déclin du régime El-Béchir. Effectivement. Mais il s'est infligé à lui-même des dégâts qui relèvent du suicide assisté. On va passer maintenant au problème numéro 5. Bah on peut. Mais là, avec tout ce que t'as dit, c'est déjà trop tard. Il est plus en réanimation, l'État sud-soudanais. Il est à la morgue. Mais tu peux en rajouter, hein? Mais dans certains cas, même les cadavres peuvent mourir. Bon, en gros, en 2013, lorsque le pétrole est juste rétabli, il est déjà trop tard, la guerre ethnique explose, qui est en fait la conséquence de cette gabegie généralisée. Un État qui se désintègre, ça fait que les tensions internes à la société s'exacerbent, les fameux conflits ethniques. Donc à toutes ces tragédies, on ajoutera la pire de toutes, la guerre civile. Le Soudan du Sud est agité par des luttes interethniques parmi les plus violentes du continent. Elle oppose presque toutes les ethnies entre elles, mais pour simplifier, on va retenir les Nuer et les Dinka. Je sais que vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais pourtant, les Nuer sont un peuple assez célèbre dans le monde des ethnologues, en raison du travail d'Evans Pritchard, qui a vécu parmi eux dans les années 30, à l'époque du condominium. Moi-même, j'ai lu plusieurs livres qui parle de ce peuple, et je peux vous dire que ce livre m'a passionné. C'est pour moi un chef-d'œuvre d'ethnologie, et je ne résiste pas de vous en parler un petit peu. Parce que pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, il faut essayer de les observer d'un peu plus près, et de ne pas les laisser rester anonymes pour nous. Les Nuer et les Dinkas sont des peuples pastoraux. La richesse, dans ce monde-là, c'est le bétail. Le bétail est la marque de distinction sociale la plus importante. Elle nous donne la viande, elle nous donne le lait, elle nous donne son cuir pour les outres, elle nous donne ses excréments dont on fait un carburant. Le taureau nous donne son scrotum, dont on fera une blague à tabac. Elle nous donne son urine. Et le jour où vous comprendrez le lien extrêmement fort qui unit un Nuer à sa vache, vous aurez fait une véritable découverte anthropologique. Croyez-moi. Les Nuer, quand ils voient une belle femme, ils disent qu'elle est belle comme une vache au printemps. C'est le meilleur des compliments. Ils faisaient aussi des cultures de millet, mais ça c'est plutôt la tâche ingrate, hein. Ils le font parce que les bêtes à elles seules ne suffisent pas pour vivre. Mais les vaches, c'est le sujet de conversation préféré. Si vous saviez comme les Nuer prennent soin de leurs bêtes, c'est touchant. Ils les recouvrent de cendres pour les protéger contre les attaques d'insectes. Ils les caressent, ils sont à leur côté du matin au soir. Et c'est ce peuple-là qui a eu pour compagnon de route Evans Pritchard, ethnologue étonné, il y a maintenant un siècle. Et je vais vous dire, aujourd'hui, ce peuple n'a pas changé tant que ça. Les maillots de corps sont arrivés, les fourgonnettes et les groupes électrogènes, un outillage supplémentaire, mais le bétail est toujours au cœur de la richesse des Nuer et des Dinka dans l'ouest du pays. Mais il est vrai aussi que les Nuer partaient régulièrement pour aller piquer les vaches des Dinka. Mais pourquoi ils faisaient ça? Je sais pas, moi, il y avait une saison où il fallait faire des sacrifices, et il y avait une saison
où il faut aller faire paître les vaches dans un territoire différent de celui où on est, et puis il y a aussi une saison pour aller faire un raid contre les Dinkas. Je saurais pas te dire la raison, je sais même pas s'il y en a une, mais tous les 3 ans à peu près, Nuer et Dinka s'affrontaient et on volait des vaches. Les textes d'Evans Pritchard nous permettent de mieux comprendre la psychologie de l'époque et de la comparer avec aujourd'hui. Lors de ces agressions, il n'y avait pas vraiment de viol au sens où aujourd'hui les miliciens en pratiquent massivement. Le viol était considéré comme un crime grave, y compris en contexte de guerre. En revanche, il y avait souvent des rapts de femmes et d'enfants qui, après capture, venaient s'assimiler à la tribu du vainqueur et devenaient des épouses légitimes et des enfants légitimes. Toutes les tribus faisaient ça, et ça participait même de l'exogamie traditionnelle. Ce sont des peuples qui ne s'aiment pas beaucoup. Les Dinkas ont dit du mal d'eux dans leur dos, tout le temps. Parce que les Dinkas, ce sont des faibles, hein. Ils sont maladroits, ils sont idiots, ils ont tous les défauts. Maintenant, si vous allez voir les Dinkas et vous leur demandez leur avis, c'est pour eux les Nuer qui sont méchants, qui sont agressifs, qui sont stupides, qui sont mauvais en affaires, qui sont maladroits, qui sont dangereux, etc. Il est vrai que les Dinkas passent pour être plus nombreux, plus riches en bétail, et donc ça en fait des proies intéressantes pour les raids Nuer. Mais dans l'ensemble, ces deux peuples se sont toujours détestés depuis des temps que je qualifierais d'immémoriaux. Et ce qui me désole, c'est que ces haines se sont poursuivies parce que les Nuer et les Dinkas vivent exactement sur le territoire des concessions pétrolières, et j'ose croire que ça a un lien, ça n'a fait qu'envenimer leur rivalité. Alors d'abord, en 1991, il y a un premier massacre de Dinka par les Nuer, commandé par Riek Machar, à Bor, la ville de naissance de John Garang. Et en 2013, au moment où le vice-président Riek Machar a annoncé qu'il se présentait à l'élection présidentielle, le président, Salva Kiir, un Dinka, a cru à un coup d'État. Et il a organisé une véritable extermination des Nuer dans la capitale Juba en décembre 2013. L'année 2014, des massacres en sens inverse ont lieu, de Nuer contre les Dinkas, avec une intensité similaire dans tout le pays à peu près. Ce conflit traînera jusqu'en 2020. Et aujourd'hui, on est dans une situation de paix. C'est une paix fragile, je ne sais même pas comment décrire ces violences. Dites-vous qu'elles sont d'une intensité maximale. Ce sont des soldats menant une sorte d'épuration ethnique dans des villages de leur choix. Ils entrent, ils font du porte-à-porte et éliminent à l'arme à feu qui ils veulent. Les viols sont en nombre incalculable. Ils sont systématiques, mais on n'a pas de statistiques globales, juste une averse de témoignages, dans un sens ou dans l'autre. Des viols individuels, des viols en groupe, des viols devant la famille, des viols suivis de meurtres, des viols qui ne sont pas suivis du meurtre, des viols suivis d'une escapade de la victime, des massacres au porte-à-porte, des massacres dans les lieux publics, des massacres dans les églises, des massacres dans les mosquées. Tout ça, il y a eu des maisons brûlées, des têtes de bétail volées, des enlèvements d'enfants pour en faire des soldats, des enfants qui s'engagent volontairement pour venger leurs parents. Tout ça, ça existe dans les années 2010 au Soudan du Sud. Et il faut savoir se l'avouer, pour un pays qui était, semble-t-il, plein d'espoir à l'annonce de son indépendance. Je voudrais aussi mentionner un détail qui peut avoir son importance. Ces groupes ethniques ont des rites d'initiation, des rites à l'adolescence qui impliquent des scarifications sur le front ou sur le visage. Mais pourquoi tu dis ça? En quoi ça expliquerait le conflit? Ça n'explique pas le conflit, mais ça veut dire quand même que tu ne peux pas vraiment cacher ton appartenance à l'ethnie Nuer ou Dinka, parce que tes scarifications sur ton visage te trahissent. Elles sont très violentes. On incisait les adolescents jusqu'à l'os, et on le fait peut-être encore aujourd'hui. C'est la tradition. Alors moi je me dis que si ces scarifications disparaissaient, et que toutes les ethnies par l'école apprenaient une seule langue nationale, que ce soit l'anglais ou l'arabe de Djouba, la distinction entre ethnies serait moins présente, peut-être. Bon, je dis ça, mais je crois quand même que les Dinkas ont des caractéristiques physiques qui fait qu'on peut les reconnaître assez facilement. Ils sont grands, ils sont très grands. Je crois que c'est le peuple le plus grand de l'histoire. Ils sont grands, ils sont élancés. Mais bon, j'ai quand même dans l'idée que si on faisait disparaître ces scarifications, ça pourrait contribuer à une paix progressive. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est des dénominateurs communs, que ce soit la langue, que ce soit la religion chrétienne. Il faut en trouver pour que la paix puisse arriver. Et pour moi, je vais vous dire, ces violences, je les trouve plus graves encore qu'autrefois. Parce que jadis, les Nuer et les Dinkas se battaient, oui, pour des vaches. Mais des vaches, il y en avait des nouvelles chaque année. Ça pouvait aussi faire partie d'un système de répartition de la richesse primitive. Mais de nos jours, je pense que c'est plus grave. Ils se battent maintenant pour le pouvoir. Pour un État. Mais un État qui n'existe pas.
Mais un État qui existerait s'ils arrêtaient de se battre. Un État qui existera le jour où il y aura un vainqueur. En fait, ils se battent pour le contrôle d'un État futur. Plus la perspective d'un État rentable avec le pétrole apparaît, plus il leur paraît urgent de l'accaparer avant que l'ethnie concurrente ne le fasse. Et ce cercle vicieux neutralise tous les efforts des Sud-Soudanais pour mener à bien des projets de développement, malheureusement. Mais pendant qu'une nouvelle guerre civile entre les Nuer et les Dinka ravage le pays, le Soudan du Sud entre dans des problématiques environnementales d'une extrême gravité. Déjà, on parle beaucoup de la forêt. Ouais, le Soudan du Sud, c'est comme une forêt, une grande forêt avec un marécage au milieu, tout ça, tout ça. Cette forêt en est de moins en moins une, parce que tous les ans, la couverture forestière est réduite, tronçonnée de façon déraisonnable. En effet, les différentes milices de la guerre civile se paient notamment par la contrebande du teck, ce bois précieux qui vaut de l'or. Pendant ce temps, les civils ont besoin de bois de chauffe, sans cesse, ce qui explique que les forêts disparaissent à vue d'œil. L'environnement est un peu dans une situation de détresse. Mais surtout en 2019, durant les 6 mois de juillet à décembre, le pays s'est complètement envasé à cause des inondations. Parce que là, ce qu'il faudrait, c'est construire des digues pour endiguer justement ce grand marécage. Mais vous pensez bien qu'un gouvernement qui n'est déjà pas capable de faire un réseau de routes goudronnées n'est évidemment pas capable non plus de faire un réseau de digues. Surtout quand t'as pratiquement le plus grand marécage du monde. Et donc la région a été complètement inondée en 2019. Suite à des pluies très intenses, la région du Nord s'est retrouvée embourbée dans les inondations. Il était presque impossible de déplacer des marchandises d'un point à l'autre. Tous les camions finissaient pris dans les boues. Ces inondations terribles ont complètement encerclé, isolé, vidé des villages entiers. Les puits ont été noyés, plus d'eau potable, pénurie d'eau qui provoque la mort de milliers d'habitants. Le seul moyen de boire, c'est de boire directement l'eau des rivières. Mais cette eau, elle est complètement polluée, elle est remplie de sel, elle provoque d'interminables diarrhées, ou alors, dans le pire des cas, elle est contaminée par le pétrole. Par le pétrole? Et oui, parce qu'apparemment le pétrole est exploité n'importe comment, sans aucune précaution environnementale. Les compagnies chinoises ne font preuve d'aucune application au Soudan du Sud, et des déchets pétroliers seraient rebalancés dans la nature allègrement, régulièrement. Et vous pensez bien qu'au moment des inondations, toute cette pollution a contaminé l'ensemble du système hydrographique. Comme les gens n'ont pas d'autre choix que de boire et de se laver dans l'eau du fleuve, les enfants attrapent des troubles digestifs, les femmes enceintes développent des fœtus avec des malformations congénitales, les vaches meurent par centaines, alors que les deux peuples majoritaires du pays, Nuer et Dinka, vivent en grande partie grâce au bétail. En 2019, le Soudan du Sud entre dans une catastrophe climatique, et au moment où je vous parle, le pays n'en est absolument pas sorti. En 2021, des crues historiques inaugurent un cycle d'inondations cumulatives. Le Soud est devenu un immense lac stagnant dont plus personne ne sait quoi faire. Au centre, la ville de Bentiu n'a pas encore été rayée de la carte, uniquement grâce à 100 km de digues protectrices conçues par les casques bleus et renforcées chaque jour par les habitants. Ces digues ne suffisent pas du tout, parce que l'eau s'infiltre. Et on a installé de grandes pompes industrielles pour pomper chaque jour à l'extérieur de l'enceinte. Ils vivent sous le niveau de l'eau. Depuis quelques années, on peut dire que les casques bleus sont en opération extérieure contre un climat sans pitié. Mais cela fait 5 ans, le matériel commence vraiment à s'user et il est possible que dans quelques années, la ville de Bentiu n'existe tout simplement plus. Et à l'heure où je vous parle, les Soudanais du Sud sont nombreux à vivre sur des îlots de boue, à vaquer sur des petites pirogues toute la journée. Plus à l'est, sur la terre ferme, les inondations rendent surtout très compliqués les déplacements. Pour vous rendre à la ville du marché avec votre fourgon, vous allez mettre plusieurs jours, plusieurs semaines en comptant le retour. La raison est que les roues de votre véhicule se prennent perpétuellement dans les boues, ce qui est un véritable cauchemar. Tous ces gens ne survivent pas vraiment. Malaria, choléra, infections, parasitoses en tout genre leur rendent visite périodiquement, mais enfin, beaucoup s'accrochent à la vie. 80% de la population est dépendante de la nourriture et des médicaments fournis par le Programme alimentaire mondial, tandis que les casques bleus sont décidés à rester ici, coûte que coûte, mais pour un moment.
Médecins sans frontières s'occupe des blessés de guerre et des victimes de violences sexuelles, pendant que l'UNICEF développe des accès à l'eau potable et la vaccination. Et j'insiste là-dessus, ce pays survit, oui, mais il survit exclusivement parce que le reste du monde ne l'a pas complètement abandonné. Bon, récemment, la situation a encore empiré, politiquement. D'abord, Salva Kiir a tenté de se débarrasser définitivement de son rival Riek Machar en l'inculpant pour crime contre l'humanité. Donc évidemment, Riek Machar n'est pas d'accord et on craint une reprise de la guerre civile. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que depuis février 2024 et pendant toute l'année qui a suivi, le pétrole, de nouveau, ne sortait plus des pompes. La raison en est simple, la guerre, comme d'habitude, mais cette fois-ci, la guerre chez le voisin, au Soudan. Et oui, parce que pendant la guerre, il y a eu rupture dans l'oléoduc principal, et en raison des combats, on en est resté là pendant 1 an. Il y a eu une reprise partielle en janvier 2025 qui montre une production à 60% de ses capacités. Dans cette histoire, il reste toujours un acteur majeur, la Chine. La Chine a investi des millions, qui pour l'instant sont sous terre. Au nord, elle avait fait des infrastructures, mais elles sont détruites à cause de la guerre. Et donc, elle en a marre, elle a annoncé qu'elle avait l'intention de partir. Pour ce qui est du Soudan du Sud, la Chine demande l'autorisation d'emmener ses propres gardiens de sécurité et ainsi faire de ses concessions une quasi-annexion militaire. Mais ça, l'avenir nous en dira plus.